Pourquoi de telles frappes en plein sommet du G20? Bonjour, merci pour l'invitation, encore une fois, et bonsoir à tout le plateau. Simplement pour répondre à votre question, si l'on peut considérer ces frappes de la Russie avant le G20, qui étaient déjà prévues de longue date, évidemment, on ne peut pas considérer que la Russie est frappée indépendamment du G20. Mais, encore une fois, indépendamment de tout cela, il y a une réalité sur le terrain, une réalité militaire. Le retrait de Kherson, le repli derrière la ligne de démarcation qui est matérialisée par le fleuve qui sépare la côte est de la côte ouest, tous ces éléments, enfin la côte est et ouest, la partie est et ouest de l'Ukraine plutôt, tous ces éléments me donnent à penser qu'effectivement les Russes préparent une grande offensive peut-être à la fin de l'hiver ou au début du printemps, mais surtout ils sont en train de frapper très durement des zones importantes sur le plan économique et sur le plan surtout de la survie des Ukrainiens, à savoir les centrales énergétiques qui produisent de l'électricité. Alors on rentre en hiver, l'hiver là-bas est très dur, c'est pas un hiver aussi doux que ce qu'on connaît en Europe occidentale, mais il n'en demeure pas moins que ces frappes interviennent d'abord pour des raisons géostratégiques évidentes, militaires, cela va de soi, une façon de reprendre la main et de dire que notre retrait, je parle des Russes donc, le retrait de Kherson s'est fait de façon stratégique, de redéploiement stratégique, afin de montrer à l'Ukraine, une fois qu'on frappera, et ils ont frappé durement, que les Russes sont toujours là et tiennent toujours le haut du pavé. Donc en vérité, ce redéploiement militaire destiné à économiser des vies de soldats russes s'est fait surtout et avant toute chose pour garantir une victoire finale à la Russie qui, rappelons tout de même, possède toujours 20% du territoire au-delà du Dniepr, qui est le fleuve qui matérialise la frontière nouvelle qui a été installée entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. À l'évidence, effectivement, ces frappes interviennent au moment où le G20 se réunit. C'est aussi sans doute une façon de vouloir démontrer à la partie occidentale que les Russes n'ont pas l'intention de reculer, que les prétentions de cette, ce qu'ils appellent opération spéciale, donc cette guerre en Ukraine simplement, ça reste une guerre, eh bien ces prétentions russes sont claires, c'est de protéger les populations russophones, les populations qu'ils considèrent comme étant leur population, et après les deux référendums, enfin les deux ou trois référendums qui ont eu lieu, jusqu'à Kherson d'ailleurs, de garantir que la Russie possède de façon définitive la région de Donbass, qu'elle possède Luhansk et Donetsk et qu'elle possède de façon définitive évidemment la Crimée et sans doute quelques villes au sud de l'Ukraine. Mais l'accès à la mer de l'Ukraine aujourd'hui est largement compromis. Il est probable qu'il y ait un modus vivendi qui sera mis en place à la suite d'accords négociés entre la Russie et Zelensky. Zelensky qui aujourd'hui n'a toujours pas compris que la guerre était largement perdue, se croit pousser des ailes parce que les Russes ont reculé. Ils ont reculé de façon stratégique, ils n'ont pas perdu la ville, ils ont cédé aux Ukrainiens pour créer un rapport de force. Alors je pense que le redéploiement des forces russes va être très fort, très puissant. Il va certainement y avoir une frappe encore plus puissante, pas seulement par les missiles, par une attaque terrestre sans doute et aérienne, et que la combinaison de tous ces éléments va conduire les Ukrainiens à la table de négociation. Aujourd'hui, Zelensky n'est pas prêt à négocier parce qu'il se croit fort, malheureusement. Sa population souffre inutilement alors qu'on pourrait épargner des vies, et je pense que les Occidentaux commencent à se dire que finalement, à tout perdre, revenons sur les principes qui avaient été édités en 2014, à savoir les accords de Minsk qui redéfinissent une relation entre la Russie et l'Ukraine un peu plus apaisée que ce qu'on connaît aujourd'hui. En substance, je dirais simplement, c'est que la volonté de Macron affichée de faire feu de tout bois, quand on parle de l'Ukraine, du G20, des Africains, enfin c'est une façon, même des Iraniens d'ailleurs, il a une posture sur l'Iran qui était offensive, où à la fois il prétend que les valeurs internationales humanistes françaises s'appliquent aussi à l'Iran, comme s'il y avait un universalisme de ces valeurs. Ça c'est très prétentieux, malheureusement, il y a toujours cette petite arrogance qu'on a toujours vue depuis la Révolution, mais surtout il montre qu'il est capable de parler sur plusieurs fronts. Le principal front qui devrait être le plus inquiétant, c'est la guerre en Ukraine, et là par contre il n'a pas la main avec la Russie, mais il se positionne sur la question du G20 en espérant, sans vraiment y croire, c'est une posture bien évidemment, en espérant que le G20 l'écoute et qu'ils intègrent ou l'Afrique au sens fédéral entre guillemets du terme, puisque c'est l'Union africaine qui serait représentée, ou des portions d'Afrique peut-être les plus importantes. Et quoi qu'il en soit, je parle en termes de richesse évidemment, comme le Nigeria pour prendre l'exemple le plus évident. Et donc oui, effectivement, Emmanuel Macron a une posture un petit peu opportuniste, parce qu'il voit bien que politiquement en Afrique c'est difficile, et en même temps il a une posture effectivement d'essayer de définir, j'ai envie de dire simplement, de voir que le monde change et qu'il se voit comme quelqu'un qui doit s'adapter aux réalités. Ces changements sont aujourd'hui inéluctables, sont déjà en voie d'achèvement, puisque le partage du monde entre l'Est et l'Ouest est littéralement consacré depuis le 24 février.
Il y a des réclamations du Sud qui sont de plus en plus fortes, et c'est logique puisqu'ils ont toujours été lésés. Et aujourd'hui, ce monde se redéfinit sur d'autres bases que ce qu'a toujours connu l'Occident pendant 400 ans, à savoir une domination totale de l'Occident sur le reste du monde. Cette domination est en perte de vitesse, voire quasiment inexistante. La peur par les armes ne fonctionne plus puisque le retard technologique a été comblé par les pays du Sud. Donc Macron a bien compris ces problématiques et se positionne comme quelqu'un qui voudrait anticiper un mouvement peut-être favorable à la France en termes politiques cette fois-ci et plus militaire. Afrique Média, le monde, c'est nous.